Et on a déjà tellement de cervales sur les bras, on saisit, c'est une cata. Elle servait à des personnes peu scrupuleuses qui les utilisaient pour faire des photos dans les rues de Kiev. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite visite au refuge de l'Arche. Donc c'est un refuge qui se situe en Mayenne, donc près de la ville de Château-Gontier. On va partir à la rencontre de certains de ces pensionnaires, savoir dans quelles conditions ils sont arrivés, dans quel état et comment surtout ils vont aujourd'hui. C'est parti! Depuis près de 50 ans, le refuge de l'Arche a pour mission principale de sauver et d'accueillir des animaux sauvages ayant subi des épreuves difficiles. Ce refuge prend en charge et soigne près d'1 millier d'animaux confisqués par les autorités ou abandonnés. Ces animaux proviennent de cirques, de laboratoires, de parcs zoologiques, de particuliers ou de commerce illégal. Maltraités, traumatisés ou victimes de trafic, chaque animal a une histoire unique à raconter. Le refuge de l'Arche est le premier à avoir été fondé en France. Créé en 1968, il est né de la passion de jeunes adolescents. Christian Huchudet était entraîneur au club d'aviron de Château-Gontier. Un jour, lors d'un entraînement, 4 jeunes garçons découvrent un canard noir blessé sur la rivière de la Mayenne. Ils l'apportèrent à Christian, qui réalise qu'il s'agit en réalité d'un cormoran blessé par un chasseur. Révoltés, les enfants décidèrent de protéger les oiseaux. Dès son adolescence, Christian recueille et soigne les animaux en détresse. Le refuge de l'Arche est un lieu où sont accueillis des animaux qui ont des difficultés. Ça peut être des animaux trouvés en perdition dans la nature et ça peut être aussi des animaux que les gens ont eu envie d'avoir chez eux et qui deviennent embarrassants. Dans la maison et le jardin de ses parents, il crée une véritable infirmerie et un mini-refuge pour veiller sur ses protégés. Sa passion est vite contagieuse et il la transmet à ses copains d'école. En 1968, avec ses amis, il fonde le club nommé Chouette, qui deviendra par la suite l'association de Cépan en 1972. Avec le temps, le refuge de l'Arche recueille de plus en plus d'animaux blessés, mutilés, persécutés. Le refuge de l'Arche continue aujourd'hui son œuvre. Fidèle à la vision de Christian Huchudet, il offre un sanctuaire aux animaux en détresse en sensibilisant les générations futures à la protection de la faune sauvage. Pour cette visite, j'ai été accueillie par Alexandra, chargée de communication. C'est Servan qui va commencer pour Chaska. Ok. Je sais pas si elle est revenue déjà de la main. Elle m'a conduit au premier pensionnaire dont nous allons découvrir l'histoire. Et pour ça, j'ai dû être accompagnée de Servan, qui est soigneuse au refuge et qui est l'une des seules personnes capables d'approcher ce pensionnaire que nous allons rencontrer. Et on avait des petits curieux au rendez-vous. Servan est responsable herbivore, mais elle est également polyvalente sur tout le secteur. C'est-à-dire qu'elle s'occupe aussi bien des carnivores, des singes et des oiseaux. Mais notre petite vedette du moment, c'est elle, Chaska. Donc ça c'est Chaska, donc c'est une alpaga qui a été retrouvée dans la rue à Nîmes. Et en fait elle est donc, quand elle est arrivée, elle était déjà aveugle et sourde. De par son physique, on sait qu'elle est très très vieille, mais on n'a pas son histoire en fait, elle a juste été retrouvée. Donc elle est aveugle et sourde, mais elle a un très bon odorat. Donc là, elle sent qu'il y a des carottes pas très très loin. Et quand elle est arrivée ici, elle avait une laine à n'en plus finir parce qu'en fait, ça a été produit et construit par l'humain pour produire de la laine en fait. Ça a été une grosse problématique parce que on n'était pas loin de la maltraitance animale avec elle. Il y a eu de la maltraitance animale, c'est sûr, avant, dans son passé. Elle était inapprochable, intouchable et c'était assez compliqué à gérer. Et en fait, il y a eu un long travail de fait par mon ancienne collègue et qui a été continuée par moi. Depuis l'année dernière, je la tonds au ciseau, en positif, donc c'est-à-dire que c'est elle qui me laisse la tondre ou pas. Moi, je le fais tous les jours. Si jamais elle m'autorise à continuer, je continue. Si elle veut que j'arrête, j'arrête. Je sais qu'il faut que j'arrête parce qu'elle me crache dessus. Donc c'est pas hyper agréable, mais elle sait se faire comprendre et ça fonctionne très bien entre nous. Et là, tu peux le voir, j'ai coupé ici. C'est coupé ici. Ouais, là ici ça a été coupé. Et t'as pas laissé finir. Non, je fais petit par petit en fait. La tonte de Chaska, ça peut prendre jusqu'à 1 mois en fait. L'année dernière, j'ai pris 1 mois et demi à tout lui enlever, puisque il y a des jours où je vais couper un petit morceau comme ça, il y a des jours où je vais couper une grosse zone et c'est vraiment hyper dépendant d'elle et de son mood de la journée. Du coup, Servan a voulu me montrer comment se déroulait la tonte et si Chaska se laissait faire ou non. Déjà, je me présente. Donc je lui dis bonjour. Oh. Elle a sa carotte et du coup ça signifie que l'entraînement entre guillemets commence. Donc il y a la caresse sur le cou
qui est assimilée et ça a été difficile au début de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'elle se faisait toucher que ça allait être forcément quelque chose de mal. Donc au fur et à mesure, je lui donne toujours des carottes, c'est important. Carottes, c'est récompense et ça l'occupe aussi. Et donc là, on va voir si elle est dans un bon mood ou pas. Donc en fait, je touche le cou, je touche un peu plus bas. Donc ça réagit, donc on va y aller doucement aujourd'hui. Bah non. Donc toujours, je lui donne la carotte et au fur et à mesure, je coupe. Et il y a des jours où juste ça va être une réaction vraiment, je comprends qu'elle n'a pas envie de travailler, qu'elle n'a pas envie de se laisser faire et j'abandonne et ça sera demain, c'est pas grave. On a tout l'été pour couper et par contre elle est moche au possible parce que je suis pas une bonne coiffeuse, mais donc là, réaction. Donc là, on attend un petit peu, on repart sur de la caresse, tranquille. On n'est pas contente, donc on va arrêter aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça, c'est elle qui m'autorise, si elle m'autorise pas, c'est pas grave. J'ai créé une relation avec elle qui est, je pense, importante. Elle se laisse pas faire comme ça avec tout le monde, donc j'ai pas envie de casser ce lien-là. Ça attendra demain, c'est pas grave. Un autre défi avec Chaska, c'est ses sabots. Couper ou limer ses sabots est pour le moment inenvisageable. La solution serait de l'endormir, mais le problème c'est que l'anesthésie est risquée avec son âge avancé. Et c'est pourquoi Servan aimerait également mettre en place un training pour la désensibiliser comme elle l'a fait pour la tonte, mais avec les sabots. Bah elle est où mamie? Oh, t'es déjà partie te coucher? Pareil, mamie, elle est surveillée de très proche. Oui, parce que mamie est aveugle. Ah oui, d'accord. Important à savoir. Donc mamie, il faut lui expliquer que c'est ici. Ah oui, et avant de passer à une autre rencontre, faut absolument qu'on vous présente ces 3 loustiques. Du coup, j'ai 3 émeux. J'ai bec tordu, perruque et shy, puisqu'en fait, j'ai un de mes émeux qui a le bec qui est pas droit. Celui-ci qui a beaucoup de plumes sur la tête, donc on dirait qu'il a une perruque, et shy parce que c'est la plus timide des 3. Ah oui, et elle a aussi voulu nous montrer un truc par rapport à leurs plumes. Elles sont toujours par 2. C'est fou, non? Je suis désolée, je m'extasie devant beaucoup de choses, mais moi qui connaissais pas du tout les émeux, et elles sont toutes comme ça. Bon. Hop, je pose ça là. J'ai que mon gros sac. Après avoir fait la connaissance de Chaska, on a poursuivi avec Servan la visite. Elle m'emmène donc à la rencontre de 2 autres pensionnaires du refuge, qui ne sont d'autres que des savannas, mais pas n'importe lesquels. Donc du coup, c'est un mâle et une femelle. Donc c'est un frère et une sœur. Ils nous ont été rapatriés, on va dire, par Tonga Terre d'accueil. T'as faim? Oh oui, j'ai faim. Donc du coup, on a une femelle et un mâle. Donc on a Saika et Sacha. Donc c'est une saisie qui a été faite chez un particulier parce que donc en France c'est des F3, donc illégalement en France, puisque en France c'est légal à partir des F5. Alors déjà, qu'est-ce qu'un savana? C'est le croisement entre un chat domestique et un serval. Ce chiffre va indiquer la distance du chat au serval, donc son ancêtre sauvage. Donc ils ont été saisis, ils ont fait leur quarantaine à Tonga Terre d'accueil, donc association hyper importante avec qui on est en contact régulier et énormément de choses pour les félins. Et les singes en général. Donc c'est 2 animaux qui sont arrivés. Elle allait très bien dès le début. Lui, il était plutôt stressé. Et au fur et à mesure du temps, maintenant, il est beaucoup plus approchable, il vient beaucoup plus vers nous, il est beaucoup moins stressé. Ils ont tous les 2 leur caractère, même s'ils ont des bonnes têtes de chat. Et on voit au caractère, et surtout chez lui, qu'il y a quand même du serval pas très loin dans l'histoire. C'est des suppositions, bien entendu, mais le fait qu'il louche, lui, niveau consanguinité, je pense qu'il y a eu des soucis au bout d'un moment. Forte chance que ça puisse être ça, quoi. L'élevage de savana, ça a beaucoup de problématiques, que ça soit par rapport au traitement des animaux, avec des choses physiques qu'on va absolument garder. Donc certains élevages, je dis pas tous, hein, sont parfois mal gérés. Et donc du coup, s'il y a un frère et une sœur qui ont la même chose et qu'on veut absolument ce bonnet sauvage, on va faire. Après, il y a la détention des servals, c'est très compliqué puisque faut le certificat de capacité et que des fois, il y a certains élevages peu scrupuleux qui n'ont pas le certificat de capacité. Et on a déjà tellement de servals sur les bras en saisie, c'est une cata. Le phénomène des animaux sauvages ou aux allures exotiques est en plus de ça alimenté par les réseaux sociaux. Plusieurs fois, certaines célébrités et beaucoup d'influenceurs ont diffusé des images d'eux s'exhibant avec des animaux exotiques, ce qui incite de nombreuses personnes à vouloir posséder ces animaux. Tout ça alimente une demande et incite la plupart du temps les gens à se tourner vers des élevages peu scrupuleux et pire encore, vers le trafic d'animaux sauvages. Et dans certains cas, vous avez même des vendeurs qui proposent des servals en affirmant qu'il s'agit de savana. La détention de ces animaux pose de nombreux défis, en particulier ceux de la première génération
population conservent souvent des comportements sauvages difficiles à gérer pour un propriétaire non averti. Ça conduit fréquemment à des abandons ou pire, à des relâchements dans la nature. Ces animaux non natifs des écosystèmes locaux représentent une grande menace pour notre faune locale. De plus, les servals sont d'excellents chasseurs avec un taux de réussite assez élevé dans la chasse, ce qui pourrait déstabiliser gravement l'écosystème local en s'attaquant à des espèces locales vulnérables. Ce phénomène est tellement préoccupant que la détention de savannah a été interdite dans plusieurs pays et régions, comme par exemple la Géorgie, l'Angleterre, Hawaï, l'Australie et encore bien d'autres. Ces interdictions visent à protéger à la fois les animaux sauvages et les écosystèmes locaux. Du coup, chez nous, ils mangent que de la viande. Ça peut être, là, c'est des cuisses de canard, on donne parfois du poulet, on donne parfois des hamsters, ils ont parfois des rats, des poussins, on a une grande diversité. Faut savoir que les savannas, c'est quand même mieux de nourrir à la viande, surtout les générations proches des servals, parce qu'ils ne sont pas adaptés à manger que des croquettes, comme les chats domestiques, c'est mieux de donner autre chose que des croquettes en complément. Donc là, on va aller leur donner à manger. Alors derrière les outils et le bazar, on peut voir que j'ai fermé la trappe. On ne rentre pas en contact direct pour les nourrir. Donc du coup, c'est toujours en contact protégé, donc derrière une clôture ou une barrière. On les considère comme des animaux sauvages. Donc chez nous, on ferme la trappe avant de leur donner à manger. Alors tu peux voir qu'ils sont pas fans des hamsters. Donc on leur en donne de temps en temps pour la diversité, mais ils aiment pas trop ça. Je vais juste changer l'eau et puis après je vais les faire rentrer. Bon, visiblement ils sont un petit peu trop timides pour venir dans le bâtiment. Les animaux peuvent être dans les bâtiments, les animaux peuvent être cachés, peuvent se soustraire de la vision du public. Et donc, certains le comprennent, d'autres moins. Malgré le fait que ce soit des savannas de la deuxième génération, Servan m'expliquait qu'il n'y a pas de contact physique ni de jeu avec eux parce qu'ils sont considérés comme des animaux sauvages. Ces gros chats vont conserver de nombreux traits sauvages avec leur ancêtre le serval. La rencontre des savannas étant terminée, Servan m'a ramené à l'accueil puisqu'à 14h j'avais rendez-vous avec Alexandra pour partir à la rencontre de nouveaux pensionnaires. Voilà, donc là je dois retrouver Alexandra à 14h à l'accueil. Je suis un peu essoufflée parce que ça monte et pourtant je fais du cardio. Du coup, direction pour notre prochaine rencontre, Bonnie. Alors Bonnie, c'est un mâle qui est âgé de 25 ans et qui était détenu chez un couple de dresseurs d'ours dans le Loir-et-Cher. Donc il faisait des représentations, des spectacles. Et en fait, il y a plusieurs associations qui ont alerté en fait, sur les conditions de détention et sur des potentiels faits de maltraitance sur les ours, parce qu'en fait ils étaient trois. Il y avait Bonnie, Misha et Glacha, qui était chez ce couple de dresseurs d'ours. Donc plusieurs associations ont alerté sur des faits de maltraitance et ils ont été saisis en septembre 2019. Et nous, on a pu accueillir Bonnie. On n'avait pas assez de place pour accueillir Glacha, donc elle a été transférée dans un sanctuaire en Allemagne. Et malheureusement, Misha a succombé à ses blessures au zoorefuge de la Tanière. Quand il est arrivé, Bonnie, il était très très stressé. On a observé des comportements de stéréotypie chez lui, donc il faisait des allers-retours dans son enclos. Il a été aussi opéré. Et on a effectué une opération de dentisterie sur Bonnie. On lui a extrait 2 canines et on a dévitalisé 2 autres canines supérieures. Là, il stéréotype quand même un peu moins. On a tenté de le mettre en contact avec Martha, qui est juste à côté, dans un enclos séparé. Martha, elle vient d'un zoo. Elle était dans une fosse bétonnée, donc elle a été transférée ici. Martha, elle est plus âgée, elle a 36 ans. Donc on a essayé de mettre les deux ours en contact. Bon, c'est des espèces qui sont solitaires. On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Martha empiétait trop sur l'espace de Bonnie, donc on a préféré les reséparer pour leur bien-être. Et cette année, c'est la première année que Bonnie hiverne. Donc on est très très content, ce qui montre qu'il est plutôt apaisé
et c'est super. Suite à un passé de calvaire, Bonnie et Martha ont enfin trouvé la paix au refuge. Traumatisés par les mauvais traitements qu'ils ont subis, aujourd'hui ils commencent à se sentir mieux. Les deux ours bénéficient d'un vaste enclos conçu pour répondre à leurs besoins naturels. Cet espace paisible permet à Bonnie et Martha de retrouver peu à peu un équilibre et une tranquillité qui leur avaient été longtemps refusés. Pour notre dernière rencontre, direction l'île des Babouins où on sera accompagné de Elora qui est soigneuse et qui va nous parler de l'histoire de certains de ces babouins. Donc là, sur l'île, on a 122 babouins, mais ça a commencé avec 15 qui ont été volés en fait dans un laboratoire par un groupe d'activistes et déposés dans la nuit du 30 mars au 1er avril 1985. Donc après, en 1987, on en a récupéré d'autres qui venaient du zoo de Vincennes. Se sont mélangés un peu tous ensemble. La justice est arrivée pour essayer de récupérer les premiers qui étaient arrivés du laboratoire. Seulement, une fois que tout le monde était mélangé, c'était difficile de les reconnaître. Hein. Et ils n'ont pas tenté d'aller les chercher. Donc finalement, on a fini par les garder après des petits problèmes de justice. Et ce n'est que plusieurs mois plus tard que les responsables découvrent la vérité. Ces babouins de Guinée sont en réalité des cobayes volés par un groupe d'activistes dans un laboratoire de recherche. Les animaux y étaient utilisés pour des études sur l'épilepsie. Ainsi, dans la nuit du 30 mars au 1er avril 1985, à des centaines de kilomètres de la Mayenne, un commando de 21 personnes cagoulées, équipées de 2 camions, s'introduit dans un laboratoire de physiologie nerveuse du CNRS situé à Gif-sur-Yvette en Essonne. Le commando est dirigé par Patrick Sacco, un professeur de mathématiques et activiste à la tête d'un collectif anti-vivisection. L'opération, baptisée Greystock en référence au film Greystock, la légende de Tarzan sorti 1 an plus tôt, a pour objectif de voler des singes cobayes. 30 ans après l'opération, Patrick Sacco est revenu sur cette action dans Le Parisien. Il explique qu'il voulait montrer à ses semblables l'injustice du pouvoir des hommes sur les animaux. Préparée pendant 4 mois, l'action bénéficie de la complicité de personnes présentes au sein du laboratoire. À l'aide de pieds de biche, les membres du commando, qui avoueront plus tard avoir agi en étant morts de trouille, décèlent les grilles. Avec une bombe de peinture noire, ils signent leurs actions en écrivant sur les murs du laboratoire les mots de François Rabelais. « Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme ». L'action est filmée et elle est considérée par un média comme la dernière grande opération de libération d'animaux en France. Les images montrant les babouins coiffés d'électrodes marquent profondément le public, d'autant plus que l'action est relayée dans des médias de grande audience comme Paris Match. Suspecté de complicité, le directeur est placé en garde à vue, interrogé par la police judiciaire d'Angers, mais est finalement innocenté. Le CNRS envisage donc de récupérer les babouins volés. Cependant, comme l'a dit Elora, d'autres singes du zoo de Vincennes sont arrivés et se sont mêlés à ceux volés. Il devient alors difficile de les distinguer. Le 16 mai 1986, plusieurs membres du CNRS se rendent au refuge avec l'intention de rapatrier les babouins volés. Christian Hugdet, sollicité par de nombreux médias, il leur a très clairement dit de but en blanc qu'il était ok à condition que ce soit ces membres du CNRS qui aillent chercher les babouins dans leur enclos. Ce qui était tout bonnement impossible parce que tous les singes étaient mélangés et ce sont des animaux très agressifs. Les stars même s'en sont mêlées. Brigitte Bardot ou Michel Drucker montent au créneau. Brigitte Bardot a téléphoné au juge d'instruction chargé de l'affaire et elle a eu la promesse que les babouins ne serviront pas de cobayes s'ils étaient récupérés. On a relié ces électrodes qui sont portées dans le crâne à des appareils et je pense que c'est des histoires de physiologie nerveuse, genre étudier l'épilepsie ou des réactions de cerveau à différentes substances chimiques. Voilà, comme ça tu risques rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Ils ont, je sais pas, ils l'ont expérimenté, ils ont c'est celle-là. Oui, celle-là. Et maintenant, on a un gros groupe. Donc, depuis 2015, on appartient au réseau EARS. Et donc, pour appartenir à ce réseau, en fait, il y a plusieurs critères, dont un des critères, c'est de ne pas avoir de reproduction dans notre structure. Et donc, en 2021, il y a eu une grande campagne de stérilisation-castration pour nos babouins. Donc, depuis ce temps-là, il n'y a plus de reproduction et ça laisse la place à d'autres animaux qui auraient besoin de venir chez nous. Après, ça n'empêche pas qu'ils peuvent... Il y a la nature qui fait un petit peu, hein, mais il n'y aura pas de petits suite à la reproduction. Comme le dit Elora, effectivement, ça n'empêche pas. Vous l'aurez donc compris, chaque animal ici a une histoire unique, souvent marquée par des épreuves. Mais grâce à cette équipe dévouée, ils trouvent une seconde chance et un environnement où ils peuvent vivre en paix. Si vous voulez soutenir le refuge,
Vous pouvez venir le visiter ou alors faire un don pour aider à ce que leur mission à aider les animaux en détresse continue. Je tiens également à remercier le personnel du refuge de m'avoir ouvert leurs portes et pour leur accueil chaleureux ainsi que leur dévouement exceptionnel. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes à la cause animale et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.